Je pense que j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur et ça paraît vieux tout ça, mais à l'époque on pensait plutôt à faire des t-shirts personnalisés que monter des startups. Je mettais des annonces 10 €, l'heure qui veut parler avec moi du monde du jouet, qu'est-ce que vous achetez pour vos gamins, etc. C'est-à-dire qu'on voit des points communs entre ce que disent les parents. J'ai envie de consommer différemment, j'ai envie d'éveiller mes gamins, le no-screen, enfin il y avait plein de points communs, etc. La première phase d'apprentissage nous amène à dire on va créer des jouets sur le thème du voyage en plastique recyclé made in France. Et pour la petite anecdote, dans ma première grosse levée de fonds de 4 millions d'euros, il y avait notamment BPI qui était avec nous et Utopia, et ces deux investisseurs-là étaient clients Les Mini-Mondes avant même qu'on se rencontre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Growth Odyssey. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui font la croissance en B2B. Ça peut être des dirigeants, des responsables marketing ou encore des leaders des ventes. L'idée est simple, comprendre ce qu'il se passe derrière les chiffres, les décisions prises, les arbitrages faits, les erreurs vécues et assumées, afin de comprendre les stratégies et les systèmes permettant de développer ses revenus durablement. Je suis Simon Lagadec, cofondateur de Make the Grade, cabinet de conseil en stratégie digitale et partenaire élite du CRM HubSpot. Merci d'être avec nous et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Growth Odyssey, l'émission qui part à la rencontre des héros du monde pro. Aujourd'hui, je suis avec Quentin Horry, fondateur des Mini-Mondes. Salut Quentin, comment ça va ? Salut, très bien et toi ? Bah écoute, ça va bien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Pareil. On va parler de la manière de créer une marque engagée, comme tu l'as fait avec les Mini-Mondes, et de comment on la fait grandir, comment on la transmet aussi. Tu vas nous expliquer tout ça, et comment en tant qu'entrepreneur, on anticipe la suite quand on est dans une phase de rachat et de transmission, justement. Mais juste avant, est-ce que tu peux te présenter et nous pitcher les Mini-Mondes ? Avec plaisir. Les Mini-Mondes, c'est une aventure qui fait découvrir le monde aux enfants, entre 1 et 9 ans, on va dire. Et c'est un univers qu'on a décliné toute une partie produit avec, on fait des magazines, des livres, des jeux de société, des puzzles, etc. Et toute une partie plutôt contenu, on fait des podcasts, on fait un petit peu de dessin animé, on fait de l'audio et demain on va aussi lancer une application pour faire apprendre l'anglais aux enfants. Donc on a vraiment créé tout un univers avec nos petits héros pour faire découvrir le monde aux enfants avec des valeurs de bienveillance, de curiosité, d'ouverture d'esprit, etc. Avec un modèle qui est donc essentiellement du magazine sur abonnement et une distribution qui est quasi uniquement direct to consumer. Donc c'est comme ça qu'on est né, c'est comme ça que l'aventure grandit depuis maintenant 6 ans quasiment et qui est née à Nantes. Alors je trouve ça génial de pouvoir te recevoir. On a beaucoup l'habitude de recevoir des entrepreneurs et des dirigeants en B2B, moins en B2C, et pourtant il y a énormément de parallèles à faire. Il y a aussi des bonnes pratiques à prendre du B2C pour le B2B, donc on va en parler. Ça reste une activité, un business model avec de la récurrence, avec des communautés aussi à engager et fédérer, donc on va parler de tout ça. Mais tu n'es pas arrivé chez les Mini-Mondes du jour au lendemain. Il y a eu tout aussi un chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton premier rapport à l'entrepreneuriat ? Ouais, écoute, je pense que j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur. J'ai rapidement fait un master en entrepreneuriat. Honnêtement, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et ça paraît vieux tout ça, mais à l'époque, on pensait plutôt à faire des t-shirts personnalisés que monter des startups. J'ai à peine bossé, mais je suis passé chez Cdiscount juste après mon master. Et en étant chez Cdiscount, très vite, j'ai créé une première application mobile de jeu. À l'époque, et peut-être que certains s'en rappellent, on jouait beaucoup dans l'école de commerce à Duel Quiz, qui était une appli de culture générale. Et on jouait tous à ça en école de commerce. Et du coup, j'ai voulu créer un peu la même avec mon pote d'enfance, mais sur la culture française. Le jeu s'appelait Combat de Coq, c'était une appli, et quand j'étais chez Cdiscount, cette appli a commencé à avoir un bel engouement, et donc je suis parti chez Cdiscount même pas 1 an après mon arrivée pour me focus sur Combat de Coq avec mon pote d'enfance, et donc faire cette application mobile, mais faire aussi le pendant en jeu de société. Donc on a fait 1 jeu, 2 jeux, 3 jeux, 4 jeux, en B2C, en B2B, et pendant 3 ans, j'ai fait grandir avec mon pote cette aventure. On a même eu la chance de passer sur Qui veut être mon associé, donc on avait quand même poussé pas mal l'aventure.
Et au bout de 3 ans, j'arrivais à un moment où on avait un certain plafond de verre et moi j'avais envie de faire autre chose, c'est-à-dire garder l'énergie entrepreneuriale qu'on avait amenée sur ce projet, mais avec peut-être un peu plus d'ambition et plus de structure, etc. Et donc je suis parti sur la deuxième aventure, les minimums. Donc en réalité, l'entrepreneuriat est venu très vite parce que j'ai rarement connu la vie de salarié et ça s'est fait après au gré de rencontres et voilà. Mais toujours avec ce point commun sur les deux projets, en tout cas d'être sur des choses qui enfin, apprendre en s'amusant, je pense que c'est un peu le tronc commun de ces deux jeux, même si Combat de Coq est plutôt pour les grands et les mini-mondes pour les petits. Il y avait tout de suite cette, envie de faire un projet autour de la gamification et de l'éducation finalement. Ouais. Comment toi, tu as fait le switch entre, passer de créateur, starter, à vraiment, fondateur d'une marque, média avec cette culture du produit en plus? Mmh. Si on passe du switch entre Combat de Coq et justement les mini-mondes? Je pense qu'il y a une différence fondamentale, c'est que Combat de Coq, on l'a créé de manière complètement artisanale et avec mon pote d'enfance. À l'inverse, les mini-mondes, je l'ai créé dans un startup studio. Et donc, le fait d'arriver très vite dans un startup studio, ça change l'ambition qu'on donne au projet, ne serait-ce que par la manière dont on finance le projet, parce qu'on fait rentrer très vite des investisseurs extérieurs. Et donc, quand on commence à rentrer dans ce jeu, entre guillemets, de la levée de fonds, ça veut dire que forcément, l'attendu est beaucoup plus important. De manière simple, mais un investisseur qui finance une boîte, c'est pas pour lui rendre un multiple fois 1,2, c'est plutôt pour lui rendre un fois 10. Et donc, ça veut dire que très vite, il faut penser le projet avec énormément d'ambition. Et pour nous, avoir de l'ambition dans le monde du divertissement, etc., ça voulait dire créer des héros, ça voulait dire est-ce qu'on est capable de passer l'international, ça voulait dire créer une expérience qui soit 360, donc des problématiques qui demandaient à la fois de l'investissement, de l'ambition et une structure aussi structure plus structurée, ça se dit moyennement, mais en tout cas, voilà, le but, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui était pensé avec de l'ambition, dès le début. Et si je comprends bien, vous avez, tout de suite opté pour, lever des fonds, dès le départ? Oui. Il y a pas eu une phase où vous avez, construit en bootstrap, Écoute, le schéma du startup studio, qui est un schéma que je trouve assez intéressant, c'est de se dire, il y a cette rencontre du coup avec donc Rob Spiro, c'est le créateur de ce startup studio. C'est un entrepreneur américain qui avait une femme française, donc qui est arrivé en France, qui a revendu une boîte à Google, donc c'est un entrepreneur chevronné, qui avait une boîte avec, je crois, 2000 personnes à San Francisco, qu'il avait confié à quelqu'un. Donc c'est un entrepreneur vraiment calibré, chevronné de la Silicon Valley. Et du coup, lui, son modèle, c'était de se dire, je fais la rencontre avec un entrepreneur. Je pars d'un point de départ, et nous, le point de départ, c'était 75 000 tonnes de déchets par an générés par l'industrie du jouet. Et du coup, on se donne 2 fois 3 mois. Le premier 3 mois, c'est de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire autour de Spain? Et donc là, en fait, on rencontre un tas de parents. J'ai dû rencontrer 200 parents, parfois des parents de mon réseau, mais aussi des parents que je rencontrais via Le Bon Coin. Je mettais des annonces, 10 euros, l'heure qui veut parler avec moi du monde du jouet, enfant, qu'est-ce que vous achetez pour vos gamins, etc. Donc ça, en fait, c'est 2 mois d'apprentissage où on note tout et on commence à trouver la magie opère à un moment, c'est-à-dire qu'on voit des points communs entre ce que disent les parents. J'ai envie de consommer différemment, j'ai envie d'éveiller mes gamins, le no-screen. Enfin, il y avait plein de points communs, etc. Et donc, les 3 mois d'après, c'est de se dire, maintenant qu'on a compris tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on imagine plusieurs propositions de valeur et on affine au gré des rencontres jusqu'à arriver à un moment sur un pitch des mini-mondes. Et nous, ce qu'on a fait pour se dire, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, c'est qu'on a fait un Ulule en imaginant un premier jouet en plastique recyclé fabriqué en France sur le thème du voyage, donc avec un petit van. Et ça a cartonné. Enfin, on a fait 40 000 euros, je pense, de précommande sur Ulule en plein milieu de l'été. Donc, c'était une vraie belle précommande. Et donc là, on se tape dans la main. Et là, effectivement, très vite, on fait rentrer des investisseurs parce qu'on sait qu'à partir du moment où on veut créer une marque de jouets, à la base, c'était pensé comme une marque de jouets. Une marque de jouets avec ambition. Le seul moyen de le faire, c'est avec de l'ambition et donc du financement. Donc oui, très vite, je fais rentrer des investisseurs extérieurs, d'abord des business angels jusqu'à la première série A. et en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que tu as une double cible à ce moment-là, Oui, à la genèse. C'est-à-dire qu'il y a les enfants, le oui, premier utilisateur, oui, oui, mais il y a les parents aussi. exactement. Ouais. Donc tu as fait, des centaines d'interviews, tu nous Mmh, l'as dit. C'est quoi les peines qui sont ressorties, chez les uns et chez les autres? mmh, Donc le no screen chez les parents, j'ai bien compris. ouais. Il y avait quoi d'autre exactement et comment on en fait une stratégie à part entière sur le produit? Ouais, je pense qu'à l'époque, j'avais à la fois une chance et je dis «je», mais on était «on» en réalité parce que je suis avec, Marie, mon associé, sur le projet, mais on avait à la fois une force et une faiblesse. Notre faiblesse, c'est qu'on n'était pas encore parents, mais ce qui était en même temps notre force parce qu'on arrivait avec une naïveté, on se disait que tout était possible et en fait, on partait vraiment d'une feuille blanche et on partait en exploration totale. Du coup, tu as raison, il y avait ce travail des 2 cibles qui était
important, intéressant et qui était aussi difficile à manier. Pourquoi ? Parce que toute la partie enfant, sur la phase très en amont, c'est très difficile d'extraire vraiment de la substance d'un enfant, notamment parce que nous, on s'intéressait surtout aux moins de 5 ans, à la jeunesse du projet. Et donc, c'est vrai qu'à moins de 5 ans, les apprentissages sont à prendre avec des pincettes. À l'inverse, les parents, ce qu'on comprenait, il y avait 5-6 apprentissages clés. Le premier pour nous, c'était de se dire, il faut projeter à l'époque aussi, il y a 6-7 ans, les mouvances étaient un peu différentes. Mais il y a 6-7 ans, la mouvance du mieux consommé était vraiment à son prime, je pense. Donc tout ce qui était jouets fabriqués différemment, c'était quelque chose sur lequel les gens étaient très sensibles. Donc dès qu'on parlait de matières alternatives, typiquement le plastique recyclé, le Made in France, qui était un sujet aussi qui était bien en poupe. Donc tout ça, c'était des sujets qui étaient très importants. Le sujet 2, c'était de se dire, il y avait une dualité entre les parents et les enfants, c'est-à-dire que les parents voulaient amener des jouets ou des jeux qui apportent de la valeur pédagogique, là où les enfants sont très attirés par les grosses licences où les vertus pédagogiques, disons, sont assez faibles. Et donc ça, c'était aussi un tronc commun, c'était de se dire comment on réconcilie un petit peu les deux. Et puis je pense que la troisième, c'est on se rendait compte qu'il se passait quelque chose dans la distribution aussi. C'est-à-dire qu'on était sur une distribution qui était encore assez traditionnelle, de magasins de jouets, et que le plaid digital était pas encore vraiment pris. Et donc du coup, c'est un peu la somme de ces 3 choses-là, plus un apprentissage qui a été le tronc commun de toute l'aventure. À chaque fois, on demandait c'était quoi votre rêve aux parents, en parlant le lien avec les enfants, et tout le monde nous disait c'est de faire le tour du monde avec mes gamins. Et ça, je l'ai entendu 8 fois sur 10, je pense. Et donc, c'est là où on s'est dit, peu importe le projet qu'on va créer, il faut qu'il y ait ce tronc commun qui soit de se dire, c'est faire le tour du monde avec ses gamins. Et ça, on l'a appris justement grâce à ces 200 échanges. Comme quoi, le fait d'écouter très attentivement, je pense, les parents, c'est ce qui nous a permis de nous lancer. À l'inverse, les enfants, du coup, on était très éloignés d'eux sur toute cette partie-là. Et on s'est rapproché des enfants plutôt sur la phase après, où on a commencé à faire des petits protos un peu bricolés, où on a commencé à dessiner des personnages, par exemple, où là, on a vraiment fait une co-création active avec les enfants. Ok. Et en fait, vous avez eu tout de suite, d'un côté cette approche produit, mais aussi très vite l'approche de création d'un univers. Donc tu nous as expliqué le rapport au voyage, à l'ouverture sur le monde. Pourquoi vous avez fait ce choix stratégique et en quoi ça a changé votre manière de créer, de vendre et de durer? En fait, je pense que quand on regarde la vie de sa startup 7 ans après, notre lecture, elle est un peu biaisée, on a tendance à un peu tout intellectualiser, alors qu'en réalité, ça se passe pas mal avec des apprentissages successifs, parfois des coups de bol et parfois des coups du destin. La réalité, c'est que la première phase d'apprentissage nous amène à dire on va créer des jouets sur le thème du voyage en plastique recyclé made in France. Ça, franchement, et on va intégrer des héros parce que les héros, c'est cool, c'est ce qu'aiment les enfants. Honnêtement, le premier apprentissage, il est là. Et donc, notre premier jouet cartonne, on fait un premier vrai beau Noël. On doit passer les 100 000 € de chiffre d'affaires, mais en 1 mois de commercialisation peut-être. Donc, on se dit, le premier gros Noël, on tient quelque chose, ça y est, on a créé une marque de jouets. Un market fit B2C. On voit que c'est évident, et je trouve quand on crée des projets, on voit vite quand on est à côté, et on voit vite à l'inverse quand il y a une vraie évidence. Et là, il y avait une évidence. Le problème, c'est qu'au 10 janvier, on a une énorme gueule de bois parce qu'en fait, les jouets, on n'en vend plus un seul. Et ce qui est assez logique, en fait. C'est un marché qui est ultra saisonnier. Et donc là, on voit une équation devant nous qui est assez dure à suivre, c'est de se dire, d'un côté, les jouets, ça coûte très cher à fabriquer. C'est de l'industrie quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut des moules, etc. Pour notre premier coffret jouet, il y a quasiment 100 000 € d'investissement d'outillage pour faire un premier coffret jouet. Donc, c'est-à-dire que si on veut créer une gamme de jouets, il va falloir investir quand même beaucoup. Donc, il y a ça. Et en même temps, une autre réalité, c'est que on va vendre 90% de nos jouets en 3 semaines chrono, entre mi-novembre et mi-décembre. Et donc là, l'équation, elle est très dure à tenir. Et donc, en fait, l'évidence revient un peu, on reprend un peu nos feuilles d'apprentissage, on se dit, en fait, le voyage, etc., apprendre des choses. Et donc là, on se dit, on va créer le magazine, mais qui serait le prolongement du jouet. C'est-à-dire, on va créer le premier jouet qui a plusieurs vies grâce à un magazine. Et c'est ça le point de départ. Et donc, on sort un premier magazine, je me rappelle, en mars, je crois, sur faire découvrir le Maroc aux enfants. Et là, très vite, ça cartonne. Et je crois qu'en 6 mois, on passe les 10 000 abonnés au magazine. Ce qui est beaucoup, parce qu'il y a quand même peu de magazines qui ont 10 000 abonnés. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le modèle qu'on a pensé. C'est-à-dire, c'est pas l'extension du jouet. C'est l'inverse. C'est en fait que les parents abonnent leurs enfants pour suivre les histoires de nos héros qui découvrent le monde. Et quand les enfants sont addicts, potentiellement, on achète le jouet à Noël ou à l'anniversaire. Et donc, en fait, naturellement, le business model change
ce jour-là, et ce qui est pour nous une excellente nouvelle, parce que notamment dans cette logique de financement, le fait d'avoir un business model récurrent, ça change tout. Il y avait tout de suite cette récurrence via le magazine. Exactement, modèle d'abonnement. Ok. Et donc là, on arrive dans un business model qui est complètement différent, qui est plus sain, parce que moins saisonnier, qui est beaucoup plus finançable, parce que c'est rassurant pour des investisseurs. Et voilà, en fait, comment la magie opère. Donc, comme quoi, c'est aussi entre les apprentissages qu'on a fait au début avec notre communauté en se disant, OK, il faut créer une marque de jouets. Et puis après, finalement, la réalité du business qui nous fait dire, en fait, une marque de jouets, à l'échelle, c'est ultra méga ambitieux, en fait, comme projet. Et ça, c'est la naïveté de C'est l'entrepreneur. l'industrie. Parce qu'un industriel, je pense, du monde du jouet, devait nous regarder en se disant, attends, les gars, ils veulent lancer une marque de jouets en plastique recyclé, fabriquée en France. L'équation, elle est, je dis pas qu'elle est intenable. Il y a peut-être moyen de le faire. Mais il y a une réalité, c'est que, et ça aussi, c'est intéressant, je trouve, c'est entre le déclaratif des gens qu'on rencontre et la réalité du terrain, il y a souvent des gros écarts. Par exemple, tous les parents nous disaient, je suis prêt à payer plus cher pour acheter un jouet bien fabriqué. Et ça, je pense que c'est potentiellement une réalité pour certains parents. Le premier biais, c'est que c'est pour qu'une catégorie de parents. Et le deuxième biais, c'est quoi payer plus cher? Et là, en fait, l'équation économique du monde du jouet, elle est dure parce que faire un jouet super bien fabriqué qui sort d'usine, ça coûte déjà une vingtaine d'euros. Et le prix d'un jouet équivalent, grand max, c'est vendu 40 euros, mais pas du tout avec les mêmes standards de fabrication. Donc nous, si on le vend 50, peut-être que les parents nous suivent, mais si on le vend 60, 70, pas du tout pareil. Donc en fait, tout ça, c'est aussi une question de dosage. Et sur cette amorce de business model avec récurrence, Oui. l'acquisition venait d'où? C'était du bouche à oreille? C'était vous faisiez de l'ads? C'était de l'organique? Comment vous vous y êtes pris? Là, il y a 2 choses. Le premier, c'est qu'on est né de LinkedIn, nous, assez bizarrement, et ça, je l'avais pas du tout anticipé. On a commencé à faire des vidéos, à faire suivre les coulisses, tout en amont, en fait. Même la co-création, on a fait suivre tout ça sur LinkedIn, et en fait, toute notre précommande et nos 100 000 € de CA, je pense qu'ils sont faits 100% grâce à LinkedIn. Et après, quand on arrive sur le business model du magazine, c'est le même schéma les 2 premiers mois, mais en fait, très vite, et je pense que là aussi, c'est cette logique de startup studio, etc., c'est que tout ce qu'on fait, on le pense at scale. Et donc, en fait, très vite, effectivement, on rentre dans la mécanique, dans la fameuse mécanique des ads, et avec une logique qui est très simple dans le business model. C'est un raisonnement assez basique, c'est de se dire, on est prêt à payer X, c'est-à-dire notre coût d'acquisition, sur une LTV. Alors, la LTV, au début, c'est des projections. La LTV, c'est de se dire combien va nous rapporter un client sur les 2 années, peut-être, de sa vie avec nous, sur l'abonnement. Et donc, on se dit, OK, la LTV va être de X, et donc on est prêt à payer tant. Et donc, on dépensera en acquisition toujours plus tant qu'on respecte ce coût d'acquisition. Et très vite, on se rend compte que, effectivement, ça accélère très vite, avec en plus le coup de bol, qui est pas un coup de bol pour tout le monde, mais pour nous, ça l'était, qui était le Covid, qui a été un accélérateur Alors en quoi ça a été une extraordinaire. opportunité, ouais? Tous les parents se retrouvent enfermés à la maison avec des gamins occupés, et nous, on a une promesse d'un magazine qu'on peut continuer de livrer, et donc là, forcément, on passe très vite les 30 000, 35 000 abonnés sur le Covid. Et comme le produit, je pense, est bon, après, c'est des gens qui restent avec nous, le bouche à oreille, etc. Donc, cette accélération par le Covid a été pour nous une énorme opportunité. Alors justement, moi, à ce moment-là, je suivais déjà d'un pas de côté, via LinkedIn, en Ouais. l'occurrence, l'aventure, et je me disais: «Ouais, ils sont trop forts, ils vendent des jouets sur LinkedIn, quoi». Ouais. Ce qui est quand même assez, paradoxal. Ouais. Donc le choix, tu nous as dit que c'était, réalisé parce que vous l'avez testé, ça a bien pris. Mais à qui tu parlais sur LinkedIn? C'était pour les parents en tant que clients finaux, prioritaires? C'est déjà dans cette logique de trouver des partenariats, des investisseurs supplémentaires? Il y avait une Ouais. strate par rapport à ça? Franchement, la strat, elle est venue en faisant, honnêtement. Oui. On pensait jamais que ça aurait été un levier aussi puissant. Avec du recul, ça paraît assez logique pourtant que ça peut être un levier puissant, parce qu'en fait, les jeunes parents dans notre cible sont là, en fait, ont quasiment tous un LinkedIn. Donc en fait, c'est assez logique, sont assez friands d'aventures entrepreneuriales, et sont assez friands d'entrepreneurs qui essayent de mieux faire les choses. Et en l'occurrence, on cochait vraiment toutes ces cases. Donc avec du recul, c'était logique. Mais nous, quand on l'a fait, franchement, on s'en rendait pas compte. On le faisait déjà parce que ça nous permettait, on sentait que ça nous permettait d'être visible. Mais au début, on pensait plutôt, par exemple, aux journalistes, et on pensait aussi beaucoup aux investisseurs. On pensait pas forcément, in fine, aux parents. Et c'est venu comme ça. Et après, évidemment, une fois qu'on a compris que c'était pour nous un levier puissant, effectivement, on s'imposait une certaine rigueur de poste, avec un format vidéo qu'on a beaucoup privilégié, et qui nous permettait, je pense, d'avoir peut-être plus de proximité, d'authenticité avec les parents, et de créer une connexion plus forte. Et en parallèle, effectivement, ça faisait aussi notoriété sur Relais Presse, Lien Investisseur, parce qu'on commençait à nous connaître. Donc c'était
assez contre-intuitif au début, mais avec du recul, en fait, c'est évidemment un levier super puissant. Et maintenant que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et que j'ai cette chance, effectivement, c'est un conseil que je donne souvent de prendre la parole sur ce réseau. Et le building public, en vrai, a beaucoup de valeur sur LinkedIn, j'y crois en tout cas énormément. Et on parle souvent des marques B2B qui Mmh. s'inspirent du B2C pour être un petit peu plus punchy, Ouais. se différencier, être moins monotone, on va dire. Mmh. Mais on parle moins des marques B2C qui s'inspirent de stratégies B2B. Donc là, on a un Ouais. bon exemple. Donc, Ouais. c'est pas tous les jours. Et justement, de ton analyse avec toutes ces publications que vous avez Oui. faites, c'est quoi qui a mieux fonctionné en termes de format sur LinkedIn? C'est le storytelling, c'est le raconter les coulisses, comme tu viens de le dire, c'est de l'inspirationnel entrepreneurial, c'est quoi? Je pense qu'il faut un moment trouver, au gré des postes, je pense qu'à un moment, il faut trouver sa ligne édito. Je pense que notre ligne édito, nous, c'était un peu, il y avait un peu 2 sujets. Je pense qu'il y avait le sujet un qui était entrepreneur qui part de zéro et qui essaye de créer une boîte avec beaucoup d'ambition. Et donc là, effectivement, je pense que ce qui était intéressant, c'était l'évolution de cette marque en gros, ils ont vu la naissance de cette marque et qui partait vraiment de rien et c'était réel en partant vraiment d'une feuille blanche jusqu'à une marque qui commençait à passer des milestones. Et donc, je pense que quand on suit cette aventure dès le début, bah, en fait, un peu comme un film, on a envie de connaître un peu la suite. Donc, ça, je pense que c'était quelque chose qui était intéressant. Et le sujet 2 pour nous qui était important, c'était d'essayer de parler de tout ce qui était la manière de faire différemment les choses. Et faire différemment les choses, c'était nous sur la manière, par exemple, de fabriquer les jouets. On était très précurseurs avec cette matière en plastique recyclé, cette fabrication made in France, etc. Mais aussi avec parfois les aléas que ça avait. Et donc, on essayait de partager avec le plus de transparence possible aussi parfois les déconvenus, c'est-à-dire la difficulté, par exemple, de créer une marque mieux fabriquée de jouets, avec justement ce problème de pricing. Ou, par exemple, l'ambiguïté d'avoir une marque qui veut mieux faire les choses, mais qui est 100% Meta Ads dépendant. Et donc, comment on peut mieux faire? Et donc, en fait, on essayait aussi de documenter toute cette partie-là. Donc ça, c'était pour nous les sujets qui étaient assez intéressants. Et en 3, avec toujours en fil rouge, un peu de marade et pas mal de spontanéité. Mmh. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi que LinkedIn, en tout cas, on trouve pas mal de contenu un peu chiant, je pense. Et donc, en fait, les gens qui arrivent à apporter peut-être une patte un peu plus, pas forcément drôle, mais en Ludique. tout cas un peu plus enthousiasme, un peu plus ludique, un peu plus je me prends pas trop au sérieux. Je pense que ça, c'est une ligne édito qui convient pas à tout le monde. Mais en tout cas, nous, sur laquelle on surfait, je pense, assez bien. Ouais, c'est vrai que c'est clair que ça dépend des sujets, Exactement. moi je parle beaucoup de CRM, c'est Exactement. très dur de rendre, Exactement. Exactement. Ouais. divertissant, la Exactement. donnée et cetera, mais pour autant, je pense que c'est un axe que je pourrais, travailler si je fais mon autocritique. À côté de ça, ça me fait penser à des Colucci, par exemple, qui parlent beaucoup d'appels sortants et de prospection Mmh. sortante, avec de la vidéo, où ils réinventent des Ouais. formats, vidéo et cetera qui existent déjà, Ouais. le SAV après-vente avec, Oui. Omar et Fred, ce style, de Oui. trucs et c'est vrai que ça engage énormément et les Exactement. messages passent, les messages clés passent. Oui, en fait, ce que je crois beaucoup dans le marketing, c'est cette notion de congruence, c'est-à-dire, en fait, la cohérence entre le projet que tu crées, heu, la personne que tu es, les sujets qui t'animent, et cetera. Et donc, en fait, de mettre tout ça dans un shaker pour avoir une ligne édito. Et c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, il y a des projets qui se prêtent pas du tout, par exemple, à peut-être un ton fun, mais il y a aussi des personnalités, par exemple, qui se prêtent pas. Je dis pas que je suis fun. Ce que je dis, c'est que je suis, par exemple, à l'aise avec des formats vidéo. Il y a des gens qui détestent ça. Je pense qu'à un moment, ça vaut peut-être pas le coup de se forcer. Il faut que je fasse des vidéos. C'est peut-être pas mon truc. Peut-être qu'à l'intérieur, je vais être beaucoup plus pertinent sur d'autres plateformes, d'autres manières de dire les choses. Donc, en tout cas, le plus important, je pense, c'est de trouver effectivement sa ligne édito, les formats sur lesquels on est à l'aise, crédibles, légitimes, dont on a aussi envie de parler, parce qu'on n'a pas toujours envie de parler de tout. Mais par contre, effectivement, une fois qu'on a trouvé cette ligne édito, là, effectivement, ça vaut le coup, je pense, de multiplier les prises de parole, parce que chaque prise de parole, in fine, c'est des milliers de points de contact avec des parents ou des journalistes ou des investisseurs ou même des, des clients investisseurs. Et pour la petite anecdote, dans ma première grosse levée de fonds de 4 millions d'euros, il y avait notamment BPI qui était avec nous et Utopia. Et ces deux investisseurs-là étaient clients les mini-mondes avant même qu'on se rencontre. Et donc ça, évidemment, ça crée un avantage énorme parce que c'est une marque qu'ils connaissent, qu'ils aiment, ils savent que les produits sont bons. Et donc évidemment, quand on rentre dans une discussion financière, on a cette petite longueur d'avance. On en parlera justement de cette Ouais. levée et de tout ce que ça a amené. Juste pour terminer sur ce scope de Oui, LinkedIn, là, ça a marché parce que en tant que fondateur et avec ton associé aussi, vous étiez, très moteur, oui, vous incarniez la marque. Donc je pense qu'il y a le côté, on suit des personnes oui, et pas que un logo oui. qui est très différenciant. Selon toi, aujourd'hui, pourquoi LinkedIn est assez sous-exploité là-dessus par les marques B2C?
Je sais pas si c'est sous-exploité en réalité. En tout cas, je vois beaucoup de marques qui ont cette stratégie-là. J'ai l'impression aussi que LinkedIn se transforme en plateforme où il y a quand même beaucoup de contenu, parfois pas mal de contenu chiant ou un peu trop ChatGPT friendly, donc c'est vrai que ça perd un peu sa substance. Je pense que beaucoup de gens ont compris quand même que ça pouvait être un levier puissant, mais peu de gens effectivement réussissent à trouver peut-être leur ton ou les sujets qui intéressent aussi. Parfois, moi, aujourd'hui, je le fais de manière entre guillemets purement désintéressée, c'est-à-dire que je parle de sujets que j'aime bien et donc parfois liés évidemment la plupart du temps au minimum, mais parfois sur des sujets que j'aime bien, par exemple le marketing, l'entrepreneuriat, les levées de fonds, etc. En fait, en réalité, parfois ça engage très peu de personnes et j'ai envie de dire pour moi c'est pas grave parce que je le fais parce que ça m'intéresse, aussi parce que ça m'aide à réfléchir et puis ça en intéresse quelques-uns, mais ce que je veux dire c'est que trouver sa patte sur LinkedIn c'est pas si simple et donc soit les gens le font pas parce qu'ils ont essayé, qu'ils ont pas vu la valeur, qu'ils ont pas réussi à engager une communauté aussi, c'est possible, donc peut-être qu'il y a plein de raisons, mais je pense que le potentiel LinkedIn commence à être connu quand même. Le potentiel de LinkedIn, Ouais, il est clairement connu. ouais, Moi, ce que je constate quand je ouais, parle avec les dirigeantes et les ouais, dirigeants, c'est le passage à l'action. oui, Ça va être assez facile. Je fais un premier post. oui, Souvent, ce premier post, il engage d'ailleurs, puisque ouais, OK, voilà, on n'a ouais, pas habitué mmh, notre audience et puis un effet de OK, surprise positif. Sans doute que l'algo LinkedIn aussi a envie de t'encourager à continuer oui, de publier, oui, donc oui, c'est il booste possible. un petit peu. Ouais, Ce qui est dur, c'est la régularité. ouais, Et ça donc, c'est c'est vrai. là où il Ouais, je faut te rejoins. rajouter de la structure, Ouais, ligne éditoriale, calendrier éditorial, etc. Et le oui. vrai défi, il est là. En fait, comme toute stratégie marketing, et on en parlait, je sais, j'ai l'exemple, on a voulu lancer notre propre podcast aussi, Les Mini-mondes, à un moment. On a fait 6 épisodes. En fait, le podcast, il va jamais à un moment franchir ce palier parce que, c'est-à-dire qu'à un moment, si on veut créer un podcast, il faut un rendez-vous. Et je sais pas si c'est tous les mois, toutes les semaines ou tous les 15 jours, mais il faut un rendez-vous, il faut s'imposer cette discipline. Et je pense que sur n'importe quel canal, c'est assez vrai, en réalité. S'il est pas animé avec une certaine discipline, avec une certaine rigueur, et aussi avec le temps de prendre les apprentissages, effectivement, qu'est-ce qui marche pas, vidéo, statique, carrousel, j'en sais rien, quelle accroche. En vrai, tout ça, effectivement, à un moment, si on veut le passer à l'échelle, ça demande un peu de rigueur et de discipline, et c'est peut-être là où les gens, effectivement, s'essoufflent à un moment. Et justement, en parlant de passer à Oui, l'échelle, la transition, elle est parfaite pour parler de cette étape où vous avez levé des fonds. oui, Donc, je ne parle pas du côté communautaire avec lequel vous oui, avez commencé, mais vraiment la levée avec un montant de 4 millions, tu l'as dit, oui. avec des fonds Utopia et BPI, entre autres. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment, à quelle phase de vie de l'entreprise cette levée est arrivée et pourquoi avoir fait ce choix sur ce montant à ce moment-là? Hem, le choix est assez naturel parce qu'on est dans une phase où on grandit à toute vitesse. C'est la fameuse phase où on passe de 10 000 à 30 000 abonnés en quelques mois et donc on sent assez naturellement qu'on peut créer une marque beaucoup plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui et que si on veut le faire, ça passe par 2-3 investissements clés. Le premier, c'est d'avoir plus de ressources pour dépenser plus en marketing, en synthèse. Le deuxième, c'est d'avoir plus de ressources pour créer une offre produit beaucoup plus large. Et ça, c'est une évolution qu'on a vraiment vue dans nous, on se présentait comme une DNVB à l'époque, qui est un acronyme qui était très en vogue, c'est-à-dire des marques nées du digital, mais avec disons des lignes produits assez restreintes en réalité et qui étaient du coup très centrées sur la communauté, une top expérience client, etc. Et donc toute cette mouvance des NVB, on était tous un peu confrontés au même sujet, c'est-à-dire qu'on accélérait tous très fortement en marketing et qu'on commençait à avoir certains des coûts d'acquisition qui augmentaient quand même assez vite aussi. Et donc toute la stratégie était à la fois d'investir plus en marketing, mais en parallèle d'offrir une gamme produit beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que du coup on se disait, ok, en fait mon client, je vais arrondir, mais prenons un exemple par exemple qui me coûte 10 euros et qui me rapporte 60. Si je veux dépenser beaucoup plus en marketing, mon client il va me coûter 20 euros. Et donc il faut pas qu'il me rapporte 60, sinon le modèle devient caduque. Et donc il faut qu'il me rapporte 80, 90. Et donc il faut que je sois capable de proposer du livre, du puzzle, du jeu de société. Faire des ventes croisées. Exactement. Et donc c'est là où du coup c'était le deuxième sujet pour nous d'investissement qui était clé. Et le troisième sujet, c'était aussi vraiment la mouvance de l'époque, c'était la plupart des DNVB, le D veut dire digital, devenait OMVB, c'est-à-dire omnicanal. Et donc le sujet 3 pour nous, c'était de se dire, toute cette stratégie qu'on est en train de mettre en place sur le digital, il faut en même temps pour passer à l'échelle qu'on aille à la conquête des Fnac, des Monoprix, des magasins de jouets, des concept stores de centre-ville. Et donc, c'était un peu les 3 piliers de la levée de fonds, avec vraiment, du coup, cette logique de dire, on passe d'une petite DNVB à une grosse ONVB. Ça, c'était le storytelling, et ça nous a permis de financer 4 millions d'euros.
et de faire ce qu'on s'était engagé à faire, c'est-à-dire créer une offre plus large et dépenser beaucoup plus en marketing pour aller chercher beaucoup plus de nouveaux abonnés. Et justement, là, tu viens de parler de réseau de distribution. Oui, Donc là, ça devient une partie interne de ton quotidien B2B. oui, Il faut se faire référencer, il faut oui, garder le contact, les liens, il faut oui, négocier, j'imagine un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment, ce que ça a changé dans ton quotidien, toi, à ce moment-là? oui. Ça a demandé quoi en termes d'évolution de compétences, de structuration en interne, de Oui. recrutement potentiellement? Je pense que c'est pour moi une de nos plus grosses erreurs, c'est de nous être lancés dans la distribution physique. Pourquoi je dis ça? En gros, effectivement, il y a un moment où, quand on grandit sur le digital, ça semble évident de vouloir aller sur la distribution physique. Sauf qu'il y a des choses qu'on aurait dû mieux réfléchir avant. La première question à se poser et qu'on s'est pas assez posé, je pense, c'est à quel point notre offre est faite pour aller en rayon. Et en fait, en réalité, on peut avoir un produit qui cartonne sur le digital qui est pas forcément fait pour le rayon. Et ça, l'exemple parfait pour nous, par exemple, c'est le magazine. Le magazine, il peut se vendre comme du petit pain sur le web, il peut arriver à la Fnac, et en fait, c'est une catégorie de produits qui n'existe pas à la Fnac. C'est un produit qu'on met dans le coin des livres. En fait, il y a pas de tranche et en fait, on le voit pas. Et en fait, c'est un produit qui va être un flop à la Fnac alors qu'il va cartonner sur notre site. C'est pourtant le même produit. Et donc, je pense qu'il y avait une question à se poser, c'était à quel point notre offre est vraiment compatible avec les magasins qu'on vise. Et donc, la marque était ultra sexy pour une Fnac, mais en réalité, notre produit n'était pas forcément adapté. Et donc, quand on se lance trop vite avec un produit mal adapté, là, on fait une première erreur. Le deuxième sujet, c'est le pricing. Et là, le jouet, c'est un super exemple. Si je reprends mon exemple de dire un jouet, il sort à 20 euros d'usine, il est vendu 50 euros sur notre site, ça, c'est en direct to consumer. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si demain, je vais rajouter un intermédiaire, en fait, et que je prends l'exemple d'une Fnac, en fait, mon jouet, s'ils vendent 50 euros, eux, ils vont vouloir l'acheter 20. Et donc, si je vends 20 un produit qui me coûte 20, mon modèle, il tient pas. Et donc, nous, on l'a quand même fait, en sachant ça, en se disant, c'est pas grave, ça va nous permettre de toucher un public beaucoup plus large, et donc nos jouets, on va les fabriquer plus cher. Et donc, en fait, tous ces calculs qui sont un peu des calculs sur des hypothèses de succès, etc. Sauf qu'en parallèle de tout ça, il faut se structurer différemment. C'est-à-dire qu'il faut parfois avoir 2 packagings différents. Il faut avoir 2 magazines différents parce qu'il y a des contraintes, par exemple, dans la distribution physique. Et donc, ça veut dire qu'on alourdit tout ce qui est logistique, production, etc. En parallèle, il faut avoir une équipe pour gérer ça. En parallèle, il faut aussi structurer beaucoup plus la partie finance parce que ils payent plus tard, parfois trop tard. Il faut les relancer. Et donc, en fait, tout ça, ça demande de staffer l'équipe, ça demande de staffer le produit, la production. Et pour nous, pour des gains qui étaient en réalité trop marginaux en termes de CA incrémental. Et donc, on a fait demi-tour. OK, Et donc donc, on a fait demi-tour, mais tout ça, c'est des investissements et avec du recul, on aurait mieux fait de se concentrer sur une distribution 100% direct to consumer. OK, donc quand tu dis que vous avez fait demi-tour, c'est revenu 100% Ouais, digital, exactement. Ouais, seulement? exactement. OK, Ouais, OK. exactement. Et ça vous a amené quoi après comme réaction finalement, Est-ce que ça vous a donné des idées de développer des nouveaux produits pour rebondir? Comment vous avez fait pour, finalement, Ouais. éviter d'emmagasiner de la perte via ce côté-là et rebondir? Écoute, ce qu'on comprend après cette première levée de fonds, c'est que on a réussi à franchir un premier palier d'accélération, et ça, c'est la bonne nouvelle, mais on n'a pas réussi à franchir le second palier d'accélération OK. sur lequel on s'était engagé. Et ce qu'on comprend à ce moment-là aussi, c'est que il y a tous les phénomènes qui sont à côté de nous et les phénomènes qu'on observe de plus en plus. C'est-à-dire que là où à l'époque on regardait vraiment les stratégies de marque produit, on commence à regarder beaucoup plus les stratégies qu'on appelle d'IP. Alors une IP, c'est quoi? Une IP, c'est Reine des Neiges, Pas de Patrouille, Pokémon. En fait, c'est tous ces héros qui gravitent dans la vie de nos enfants, que nos enfants adorent, Et qui sont omniprésents? qui sont omniprésents et qui ont des stratégies du coup qui sont complètement différentes. Et en fait, je crois qu'il y a un article un jour où on voit que Peppa Pig a été vendu, je crois, 4 milliards à Hasbro. Et donc là, c'est presque au début, on se dit, attendez, Peppa Pig, c'est un petit cochon rose, ça vaut 4 milliards. Et donc là, en fait, on s'intéresse beaucoup à ces stratégies d'IP et on comprend que c'est un business model qui est complètement différent. Une IP, c'est la force de ta marque, c'est pas les produits que tu vends, c'est pas vraiment ta communauté. La force de ta marque, c'est tes héros. Et tes héros doivent être tellement puissants et tellement adorés par les enfants que des tiers, des industriels, par exemple des gens qui fabriquent des jouets, vont s'emparer de ta licence pour faire des jouets.
ou vont s'emparer de ta licence pour faire des livres ou pour faire des puzzles. Et donc à ce moment-là, on fait un peu ce pivot stratégique d'essayer de devenir une IP et donc d'être le prochain pas de patrouille, mais le pas de patrouille avec du coup des valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire des histoires qui apportent de la valeur pédagogique aux gamins, ouverture d'esprit, curiosité, etc. Et avec une sorte de cahier des charges de produits qui doivent être toujours super bien fabriqués, même si c'est pas fait par nous, mais pas fait par des tiers. Et donc là, on arrive dans cette nouvelle vie pour nous qui est comment on bâtit une IP avec une ambition internationale. Et donc là, on arrive dans quelque chose qui est très complexe en réalité. Ouais, c'est du design de personnages, c'est du Ouais, storytelling. donc exactement. Donc nous, on avait déjà nos personnages, donc on a fait un travail de rebranding de nos personnages avec Ok. des anciens de chez DreamWorks, avec un studio de Ah ouais. créatifs à Londres. On a pensé tout un concept de dessin animé et avec un concept qui était, je trouve, assez original, mais qui était de dire ça va être 12 minutes d'écran pour que les enfants aient joué 2 heures dehors. Le principe, c'était que chaque épisode était une chasse au trésor dans un nouveau pays du monde, avec nos héros Oscar et Sacha. Ils devaient trouver un trésor. Et à la fin de l'épisode, on envoyait aux gamins un kit d'activité avec le trésor à fabriquer chez soi, à cacher quelque part, et une sorte de grande app qui connectait les gamins pour aller se faire une grande chasse au trésor mondiale. Ça, c'était le principe qu'on a réussi à pitcher à toutes les chaînes, je pense, du monde, de Netflix en passant par France Télé, Canal+, etc. Et après 1 an et demi de dur labeur, on n'a pas trouvé le diffuseur. Ok. Et je pense que pour nous, ça a été un coup d'arrêt quand même assez important dans la vision quand même ultra ambitieuse de ce projet à cet instant-là, parce qu'on sait que si le dessin animé passe, on rentre dans une autre catégorie. Il y a peu de dessins animés quand même qui sont vendus. Et en plus, on rentre dans une catégorie internationale. C'est-à-dire quand on vend un dessin animé, ça veut dire qu'on l'a vendu au moins à 3 diffuseurs, donc 3 pays du monde. Donc on devient d'un coup à une portée complètement différente. Donc si ça... Et en plus, on était quand même assez avancé dans la discussion. Donc à ce moment-là, on se rend compte que quand on a les no-go un peu, enfin, c'est jamais vraiment un no-go, mais C'est on pas ferme commence et à sentir... définitif, mais C'est pas faire intéressant, définitif, travailler mais en encore. fait, travailler encore au bout de 2 ans, et c'est quand même des investissements. À chaque fois, il faut réécrire un script, faut faire appel à des talents, enfin, c'est de l'énergie quand même tout ça. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, on aura du mal à passer cette marche d'IP international. Et c'est là où du coup, on arrive dans un process de revenir sur nos basiques, j'ai envie de dire, bien faire nos produits, bien exécuter, être très bon dans ce qu'on fait, sortir un peu de cette vision vraiment hippie, revenir presque sur le modèle DNVB qu'on a connu historiquement, bien le faire, jusqu'au rachat il y a 1 an. Alors et justement donc ça amène, à la vente au groupe Unique Héritage Média. Oui. C'est pour cette raison que vous avez, souhaité opérer à cette vente ou il y avait, l'ambition de continuer à structurer différemment, pourquoi vous avez décidé de vendre? Bah, une vente, c'est un timing, c'est en même temps, il y a plein d'ingrédients. En réalité, le premier ingrédient, c'est que quand on lève des fonds, c'est quand même penser à un moment pour rendre les fonds. Et donc ça, c'est une vision un peu parfois qu'on oublie, mais c'est-à-dire quand on fait une première levée de fonds, on se tape quand même un peu dans la main pour se dire dans 5, 6 ans, 7 ans, je vous rends X fois la valeur que vous m'avez donnée. Et donc il y a une première idée, c'est qu'on arrivait un peu dans cette période-là. La deuxième raison, c'est que il faut pouvoir après rendre cette valeur qu'on a promis. Et donc il faut sentir quand c'est le bon moment ou pas. Nous, l'intuition qu'on avait, c'était que c'était le bon moment, parce qu'on avait une boîte qui était saine, qui était bien implantée dans cette industrie, et on sentait que l'industrie en question avait besoin de marques comme nous. On est dans notre industrie une sorte de marque un peu trublion, une marque qui apporte de la fraîcheur, une marque assez innovante qui était connue dans son industrie, et on est une marque aussi qui a réussi ce que beaucoup de gens veulent faire en ce moment, c'est-à-dire comment on passe d'une logique justement beaucoup plus distribution physique à une logique de créer des communautés et vendre quasiment intégralement online. Et donc ces compétences aussi là qu'on a appris ont de la valeur pour les potentiels partenaires. Et donc c'est sur cette conviction-là qu'on s'est dit que c'était le bon moment pour nous de se rapprocher d'un industriel, avec aussi en toile de fond de se dire, si demain maintenant on veut accélérer et que l'accélération passe pas par exemple, pas évidemment, en tout cas on n'a pas fait une croix dessus évidemment par le dessin animé, mais en tout cas passe moins sur une stratégie d'IP, mais passe plutôt par des produits bien faits, déployés à plus grande échelle, avec des sujets très concrets d'accélérer sur l'audio par exemple, qui est un sujet très fort pour les parents aujourd'hui, mais potentiellement de créer des nouvelles lignes de produits, etc. L'expertise industrielle peut nous permettre de franchir cette marche-là. Et donc, à la fois pour la raison de timing, la raison financière et la raison de se dire on pense qu'un industriel peut nous faire grandir, on s'est dit que c'était le bon moment.
Et là, tu dis que par rapport à ce rachat Oui. par le groupe, vous, dans la valeur du package, il y avait des compétences, il y avait le système que vous aviez aussi innové de distribution et cetera. Comment ça se passe, sur ces leviers-là, l'acquisition de l'intérieur? Il y a un Ouais. transfert de compétences à faire, il y a un transfert de système, un groupe déjà existant qui a aussi ses certitudes, un positionnement. C'est quoi, comment vous collaborez Hem là-dessus? Écoute, un rachat pour moi, c'est un mariage, en réalité. C'est un mariage, mais qui peut se faire sur, plein de raisons, complètement différentes. C'est-à-dire que quand on mène ce parcours un peu pour rencontrer, la bonne personne pour nous, on rencontre plein de personnes, plein d'interlocuteurs et chacun met pas l'intérêt au même endroit. Effectivement, on peut être acheté pour des raisons qui sont soit purement financières. OK, vous avez beaucoup de rentabilité, je la veux. On peut être acheté à l'inverse, sans avoir de rentabilité, mais uniquement sur des compétences, je sais pas, une innovation ou un territoire spécifique. On peut être acheté pour plein de raisons ou pour la somme un peu de tout ça et cetera. Bref, nous, la réalité, c'est que l'intérêt des mini-mondes, effectivement, c'était une boîte saine, et en parallèle, effectivement, une expertise direct to consumer et une marque forte avec un fort potentiel et donc c'est pour ces 2 raisons-là et après, j'ai envie de dire, les branchements peuvent se faire aussi de plein de raisons. Et de plein de façons. Nous, le branchement, en tout cas qu'on a fait et qui nous semblait le mieux, c'était de se dire: «On reste une entité, autonome, toujours à Nantes, nos locaux, nos équipes créatives et cetera». Parce que la substance et l'ADN des Mini-Mondes, c'est la qualité de faire des bons produits et de bien raconter cette histoire-là. Donc tout ce qui est la com, les produits et cetera, ça reste chez nous et dans notre coin, à Nantes. Donc l'ADN, la culture, on la garde. On garde ça et en OK. parallèle, effectivement, on se rapproche du groupe pour, typiquement, des synergies sur la logistique, sur, des compétences IT, sur des compétences financières, qui sont du coup centralisées, sur le groupe et donc moi, mon job, avec Marine maintenant, c'est effectivement de continuer à faire grandir les mini-mondes sur une partie de mon agenda et sur l'autre partie de l'agenda, c'est d'amener au groupe, ce que nous on a compris avec les mini-mondes et d'essayer de le transposer. C'est-à-dire comment on progresse sur le direct consumer, comment on crée des communautés, comment on essaye de faire vivre le produit. Tous ces sujets-là sont les sujets maintenant qui nous sont demandés au sein du groupe et donc le deal s'est fait un peu pour ces 2 raisons. Donc là, c'est pour tout ce qui va être assez finalement, systémique, terre à terre, cartésien. Sur le côté émotionnel, toi en Oui, tant que, fondateur, originel et cetera, oui. émotionnellement, ça t'a apporté des challenges ou comment tu maîtrises ce volet-là? Émotionnellement, il y a plein de phases. Une vente, en réalité, c'est pas le moment le plus drôle. En tout cas, moi, je considère pas que ce soit le moment le plus drôle. Quand on est entrepreneur, souvent, ce qu'on aime, c'est créer de la valeur. En vrai, on se lève le matin pour ça, c'est-à-dire comment chaque jour j'essaie de créer encore plus de valeur, comment j'essaye de séduire un nouveau client, comment j'innove par le produit. En théorie, Mmh. je pense, c'est ce qui nous anime. Là, la vente, pendant quasiment 1 an de process, c'est en plus assez long, c'est le partage de la valeur. Et le partage de la valeur, effectivement, c'est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup plus juridique, c'est, de se partager un peu le gâteau et évidemment, l'ambiance est jamais la même dans ces moments-là. Donc ça, c'est une période qui est assez, en réalité éprouvante, qui est assez difficile aussi de faire concilier les intérêts qui sont très différents de chacun. À la fois, on a une équipe, à la fois nous, on est les cofondateurs, à la fois on a des investisseurs, mais des investisseurs, on en a plein. Certains ont envie de sortir, d'autres ont pas forcément envie de sortir. Enfin, chacun en réalité a ses motivations. Donc ça, c'est la période d'1 an qui est un peu une période compliquée à gérer potentiellement, qui peut en plus mal se terminer. Par chance, nous, elle s'est bien terminée. Il y a aussi beaucoup d'histoires justement comme ça d'exit qui durent et qui vont pas jusqu'au bout. Donc nous, par chance, ça s'est bien terminé. Donc quand on reprend après ce nouveau chapitre, nous, ce qui était important avec Marine, c'était de se dire, on veut continuer à être les garants de l'énergie des mini-mondes, parce que je pense quand on a créé une boîte, on a envie de continuer à être moteur. Et donc là, typiquement, c'est un bon exemple le fait pour nous de lancer l'application pour apprendre l'anglais aux enfants. C'est le signe qu'on est une marque, qu'on continue de faire grandir, on continue d'innover, et cetera. Et donc ça, évidemment, c'est des projets qui nous animent. Donc ça, c'était la raison 1. Et la raison 2, c'était qu'on soit chacun mis dans nos zones un peu d'expertise ou nos zones un peu passion, pour pouvoir amener sincèrement quelque chose au groupe. En tout cas, on le pense. Et donc moi, c'est sur les sujets transformation digitale, création de communauté, direct to consumer, des sujets qui m'animent.
Et donc en ça, pour moi, c'est intéressant de me dire comment, par exemple, on passe d'une enveloppe où les mini-mondes, c'est à peu près 1 million d'euros par an de budget marketing. Là, à l'échelle du groupe, c'est des enveloppes qu'on gère qui sont x5, par exemple, de ça. Et donc c'est intéressant, par exemple, sur une fonction marketing, de se dire comment ce que je fais à une petite échelle, je commence à le faire à une un peu plus grosse échelle. C'est pas encore des budgets démentiels, mais le x5, on sent quand même que nos actions ont une portée tout autre. Comment si on adapte ça à chaque stratégie de marque, parce qu'on gère aujourd'hui les mini-mondes, c'est une marque, le groupe c'est 7-8 marques. Donc comment à chaque fois on a une stratégie marketing différente pour les enfants, pour les adultes. Donc en ça, c'est aussi des défis intellectuels qui sont pas inintéressants. Et Marine est sur l'autre partie d'essayer aussi d'amener une nouvelle énergie sur les produits, d'innover par le produit. Et donc ça aussi évidemment c'est des sujets qui sont passionnants. Donc c'est comme ça qu'on retrouve à un moment son équilibre dans cette vie d'après. Super intéressant. Et là, tu viens nous expliquer un peu ce qui se passe en coulisses. Donc, les familles qui sont vos clients, elles ont pas d'intérêt ou même pas l'envie, la curiosité de connaître tout ça, bien évidemment. Et justement, dans cette phase d'industrialisation que Oui. vous êtes en train d'opérer, comment vous arrivez à construire, conserver la confiance avec les familles pour développer les relations avec elles? Écoute, c'est vrai que moi, une de mes grosses craintes, c'était de se dire: «Les gens vont penser que les mini-mondes, c'est plus les mini-mondes». C'était vraiment une de mes hantises. Je me suis dit: «Ah, on va perdre tout le monde». La réalité de ce que je me rends compte, c'est qu'on perd absolument personne et je pense qu'on perd absolument personne pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a expliqué assez librement, comme on le fait là, pourquoi à un moment on a pris cette décision. Et la deuxième raison, c'est que le produit a pas bougé d'un iota. En réalité, étant donné qu'on est toujours, comme je disais, notre team créative dans notre coin, qu'on fait nos mags avec la même liberté, qu'on innove typiquement quand on fait l'application mobile d'anglais, en vrai, on a la même liberté créative. Donc je pense que si quelqu'un, par exemple, n'a pas l'information qu'on a été racheté par un groupe, personne perçoit la moindre différence. Donc je pense que tant qu'on continue de faire du bon produit et que les gens après comprennent la réalité aussi, pour ceux en tout cas que ça intéresse, qui comprennent la réalité d'une petite boîte, et c'est pas toujours simple d'être une petite boîte, et à quel point effectivement d'avoir les assises d'un groupe industriel qui existe depuis X années, en réalité c'est quand même plutôt une force pour une petite boîte que l'inverse. Donc franchement ça on a perdu personne. Et dans ce focus produit que vous Mmh. avez qui est très, prononcé, quelle place joue le contenu aujourd'hui, l'éducation pour les enfants et l'émotion? Même mission que jour 1. Même mission jour 1 dans cette nous, ce qui nous intéresse, faire découvrir le monde, en réalité, c'est qu'un prétexte. Et c'est un prétexte parce que pour nous, derrière le voyage, et en plus, c'est des petits aventuriers qui font le tour du monde à bord de leur van, c'est d'un côté l'ouverture d'esprit, la curiosité. Et quand on voit l'époque, on pense vraiment qu'on est sur des sujets qui sont quasiment de mission d'intérêt général, en réalité. Et le deuxième sujet, c'est quand on fait le tour du monde en van, derrière, ce qui est induit sans que ce soit lourd, etc., c'est comment on voyage différemment, la sobriété, et tout ça, c'est les valeurs qui resteront socle des mini-mondes. Et ça, la team a toujours la même énergie là-dessus. Donc, une fois que là-dessus, sur cette plateforme de marque, on a des convictions qui sont assez fortes, en réalité, qu'on soit racheté, qu'on soit 2 ou 150, qu'on soit... En réalité, je pense que là-dessus, le produit, il garde cette cohérence. On utilise beaucoup le mot produit depuis le début. Mmh. Est-ce que finalement vous n'avez pas, fait un pivot pour, être, votre propre média? Tu penses quoi par rapport à ça, cette notion de Mmh. les mini-mondes est un média à part entière avec, du produit, mais pas que, quoi? Il y a de ça, en tout cas, dans la stratégie marketing qu'on se donne. J'aime bien dire, par exemple, que notre site e-commerce n'est pas un site e-commerce, mais une destination pour les parents et les enfants. Un exemple concret, par exemple, sur notre site, on a intégré à peu près 500 activités à télécharger gratuitement. Coloriage, recettes, DIY, etc. Pourquoi? Parce que effectivement, j'aime bien cette notion de me dire que les parents de notre communauté, ou pas d'ailleurs, viennent consommer du contenu chez nous. Et je pense que c'est la même logique quand on crée une histoire audio toutes les semaines, quand on crée de l'expérience, etc. Effectivement, on aime cette logique, et je pense de toute façon que aujourd'hui une marque a tout intérêt, effectivement, je pense, à penser sa stratégie marketing comme ça. Alors ça demande quand même en face de se staffer pour, en tout cas de se donner les moyens de réussir ça, parce que c'est pas si évident. Mais en tout cas, oui, nous, on aime à se penser comme ça, ouais.
C'est là où je voulais en venir. C'est quoi tes conseils, pour une entreprise B2C et B2B d'ailleurs pour, devenir son propre média? En tant qu'entreprise, entité, on a Ouais, parlé de LinkedIn tout à l'heure avec l'incarnation des fondateurs. oui, Pour moi, c'est une partie de la réponse, par exemple. exact. Tu dirais quoi d'autre? Déjà, je pense que le tronc commun à ça, c'est évidemment d'avoir une marque, sur laquelle on est très au clair, c'est-à-dire qui on est, pourquoi on le fait, et cetera. Tant qu'on n'a pas ça, on peut rien faire. Et 2, effectivement, nous-mêmes aussi, d'être très au clair et très alignés avec, cette mission-là. Mais après, ce qui est génial, et je pense que l'exemple des mini-mondes est le cas, c'est que le territoire de prise de parole, il est presque infini. Nous, je pense que franchement, le sujet à chaque fois, c'est plutôt d'essayer de se recentrer parce qu'on a presque envie de tout faire. Mais typiquement, les territoires d'expression, effectivement, il y a le personal branding, c'est qu'un aspect. Mais moi, les aspects qui m'intéressent le plus, c'est surtout comment j'apporte de la valeur aux familles. Et donc, typiquement, mes ads, avant, c'était beaucoup de pubs. Maintenant, j'ai une pub sur 3, c'est plutôt on vous offre un kit d'activité, on vous offre un kit anniversaire pour vos gamins, venez écouter nos audios, venez consommer des activités sur notre site. On est beaucoup plus dans j'apporte de la valeur en espérant in fine Qui viennent que, bête. après 2 coloriages, une histoire audio et ben, en fait, on se dit: «Tiens, c'est peut-être pas mal, j'ai envie de tester les magazines» et donc en tout cas, toute notre stratégie, nous, marketing est pensée comme ça pour être, entre guillemets, «le moins lourd possible». Alors après, tout ça, c'est évidemment un enjeu de dosage. Évidemment, en parallèle, on a des ads qui tournent pour dire, 1er mois 1 € pour tester. Évidemment, tout ça, c'est une question de dosage. Mais en tout cas, on essaie d'avoir une stratégie marketing qui est vraiment dans une logique d'apporter de la valeur aux parents et après de multiplier les points de contact, en se mettant à la place, en gros, d'une maman. Parce que surtout des mamans chez nous aujourd'hui, qui ont des enfants de 3-4 ans, quels sont leurs points de contact? Et nous, du coup, comment on peut venir sur ces points de contact et essayer de leur apporter de la valeur? Mmh. Et puis de temps en temps, évidemment, on arrive sur une offre beaucoup plus produit parce qu'il en faut. Mais en tout cas, c'est la stratégie marketing aujourd'hui ressemble à ça. Donc ça nécessite de pouvoir identifier les certains signaux d'achat ou d'intérêt, sur Ouais. les différents canaux, Connaître sa cible, ça reste, et c'est ce que je disais en intro, quand on est arrivé, nous, on n'avait pas d'enfants, par exemple. Là où je sens aussi qu'on a beaucoup progressé, c'est typiquement moi de vivre en plus complètement cette vie avec des enfants qui sont exactement dans la tranche d'âge, d'être confronté à l'école, d'être avec les parents de l'école, d'être encore au plus près que mes users que je faisais à l'époque où j'arrivais avec moins de connaissances. Là, effectivement, ça te permet d'être beaucoup plus fin et de comprendre les vraies problématiques des parents. Et aujourd'hui, par exemple, le no screen, par exemple, qui est un vrai sujet. Il y a les no screen, il y a les, j'ai pas de sujet sur le screen, mais il y a surtout une cible et qu'on comprend, c'est comment je dose le temps d'écran, comment je fais de l'écran, mais qu'apporte un peu quelque chose à mon gamin, comment je régule tout ça. Bah ça, c'est des problématiques, une fois qu'on les comprend très bien, c'est un super terrain d'expression pour toute notre stratégie marketing derrière, que ce soit sur l'innovation produit. Par exemple, quand on pense l'appli d'anglais, on se dit, OK, c'est une application, comment je fais des activités avec des temps d'écran réduits? Ça veut pas dire pas d'écran, ça veut dire temps d'écran réduit. Comment je prolonge l'expérience sur une expérience physique? Donc voilà, en tout cas, la clé de voûte de tous ces projets, c'est de parfaitement connaître sa cible, je pense. et à la frontière entre connaître sa cible et l'innovation, on va retrouver, l'IA aujourd'hui. Ouais. J'aimerais bien qu'on fasse un petit focus là-dessus. Toi, c'est quoi l'impact de l'IA aujourd'hui que tu identifies dans le monde du jeu, du divertissement, du média, en l'occurrence? Et comment ça s'inscrit dans cette phase de transition dans laquelle tu es? Tu as un grand groupe qui vient, de vous racheter en décembre, Oui. 2025. Il doit avoir sa propre culture, son propre rapport à l'intelligence artificielle. Mmh. Vous devez avoir le vôtre aussi avec, votre équipe, dimensionnée, autrement, et qui a sa propre, culture. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là où vous en êtes par rapport à ça? Écoute, mon avis, c'est qu'on est au cœur du tsunami et notre secteur va pas y échapper, comme nos métiers vont évidemment pas y échapper. Moi, je suis plutôt de nature, enthousiaste. En tout cas, j'ai plutôt, à me dire en tout cas que maintenant c'est là, la vague est là et j'ai plutôt tendance à penser en me disant: «OK, comment nous, en fait, maintenant on peut s'emparer de cet outil surpuissant pour créer des choses qui sont encore plus puissantes, encore plus innovantes?» et cetera. Donc j'essaie de penser vraiment la version augmentée de nous-mêmes. Du coup, effectivement, on fait beaucoup d'itérations en ce moment, pour essayer justement d'utiliser l'IA au mieux, dans une logique de productivité et de créativité. On a mené plusieurs tests, certains sont convaincants, d'autres le sont moins. Parmi les projets, 2-3 exemples, on essaye d'implémenter tout ce qui est, agent IA Mmh. pour les membres de l'équipe. Donc là, c'est vraiment des sujets qu'on est en train de porter en ce moment même, en intégrant une plateforme comme Dust, par exemple, qui nous permet d'avoir chacun nos propres agents IA sur des rôles bien spécifiques. Ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder en ce moment. On a aussi fait pas mal de tests, notamment sur l'audio et l'IA.
comment demain on peut intégrer à différentes étapes de la création de la chaîne de valeur des étapes IA. Et on a fait 2 tests différents. On a fait un premier test où nos histoires sont écrites par les mêmes écrivains, mais où les voix sont générées par de l'IA. On a fait un test plus extrême où le texte et les voix sont générés par de l'IA. On est en train de tester pas mal de choses comme ça. Ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette vision très claire de dire il nous faut notre talent créatif et notre talent créatif utilisé avec en plus de l'IA va nous permettre de multiplier les prises de parole, de multiplier les points de contact. Et le nerf de la guerre pour une IP, en réalité aujourd'hui, c'est être capable de toucher les enfants avec plein de points de contact. Par contre, la qualité reste le prérequis. Donc en fait, dans nos industries, qui sont des industries créatives, le dosage va sûrement être, je pense, une des clés de voûte du succès. Et donc c'est pour ça que ça demande pas mal de tests avant de passer tout ça à l'échelle. Donc en tout cas, on fait des tests sur l'audio, on fait des tests sur l'agentique, et on fait des tests aussi un peu parfois décousus, typiquement sur l'animation. C'est un tremblement de terre aussi pour nous, c'est que quand on a voulu vendre le dessin animé, en gros, on fabrique un dessin animé et on le vend à France Télé ou Canal+. Ça, c'était le modèle, disons, de l'époque. Entre-temps, Pas si vieux. pas si vieux, mais qui est quand même très concurrencé aujourd'hui par un modèle YouTube. Mais un modèle YouTube, quand nous, à l'âge de la préhistoire, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, on faisait nos animations, ça nous coûtait 3-4 000 € la minute de contenu. Donc quand on fait un dessin animé pour Noël de 20 minutes, c'est 20 minutes fois 4 000 €. Donc les ordres de grandeur sont déjà très vite très importants. Et pour avoir une chaîne YouTube qui vit aujourd'hui, il faut du contenu tous les 2 jours. Donc en fait, il y a une équation qui est très difficile. Sauf qu'avec l'IA, du coup, ça rabat un peu les cartes. Et donc potentiellement, on peut être capable de créer une partie de ce contenu avec de l'IA. Et donc c'est plus 4 000 € la minute, peut-être que c'est 200, 300 €, 400 € la minute. Et là, ça change tout. Donc ça aussi, c'est des sujets qu'on explore. Donc effectivement, là, le tremblement de terre, il est un peu partout. Je pense l'enjeu, effectivement, en question 1, c'est le dosage pour que tout le monde soit à l'aise avec l'IA dans le processus créatif. Et c'est un sujet qui est pas anodin, notamment parce qu'on a beaucoup de créatifs, nous, autour de nous. Le sujet 2, effectivement, c'est de bien trouver les use cases pour pas trop se disperser et faire des projets qui ont rapidement de l'impact avant qu'ils puissent être démultipliés. Donc là, vous êtes à la phase de équipe hybride, voilà, avec Oui. des tests qui sont en cours. Donc si je comprends bien, il y a quand même des impacts assez concrets qui se dessinent sur la création d'histoires, la personnalisation, l'expérience enfant-parent, tu en as peut-être pas parlé, Oui, pour l'instant? expérience par enfant et puis même en vrai à tous les niveaux. J'ai un exemple, là, il y a quelques jours, j'imaginais via Lovable des mini, jeux, qui permettraient de récupérer des adresses mail, mais des mini-jeux à destination des parents pour, créer un tour du monde sur mesure en quelques clics en fonction de ses rêves ou pour en fait, en réalité et ça typiquement avec un Lovable, je sais pas, par exemple, en quelques clics, on peut commencer à des plateformes comme ça donc évidemment, je pense que pour des cerveaux créatifs, le fait d'avoir des outils comme ça surpuissants, ça change tout. Et avant, effectivement, on avait cette frustration de se dire: «Mince, il me faut un dev, faut que je lui mette 4 jours et cetera». Là, effectivement, de se dire, en tout cas, que l'idée, on peut la tester, itérer, sortir au moins une version, même si après il y a besoin de ressources, peut-être, je sais pas, techniques ou de ressources pour aller plus loin. Évidemment, ça change tout et ça nous permet de créer beaucoup plus, créer beaucoup mieux, je pense. Mais tout ça, ça demande c'est un changement radical aussi dans nos vies, donc ça demande, de se familiariser avec les outils, de tester, de prendre un peu le temps et c'est jamais trop facile donc on est en plein chamboulement là. Et toujours par rapport à l'IA, pour rester quand même dans une innovation vertueuse, c'est quoi, toi, les limites, les points de vigilance que tu mets, pour toi-même personnellement ou dans l'entreprise, pour rester dans une frontière éthique par rapport à ça? Et écoute, moi j'ai une première frontière, personnelle, enfin au nom de la team, mais c'est que tout ce qui sort de chez nous, on est fiers de ce qui sort. Donc en fait déjà de base, IA, pas IA, il faut que le contenu qui sorte et en plus qu'on donne nous à disposition des gamins, il faut qu'on soit ultra fiers de ce contenu-là. Donc le critère déjà de base, c'est ce critère de qualité et cetera et ça c'est sûr. Et le critère 2 effectivement, c'est qu'on veut que nos artistes soient à la base de tout. Et ça déjà c'est les 2 règles qu'on s'est pour l'instant, données entre nous. Et après, par contre, je pense qu'il faut avoir cette culture du test. Je pense qu'il faut avoir cette culture de faire des choses, de se familiariser avec les outils, parce que si c'est pas nous qui le faisons, c'est d'autres qui vont le faire. Donc je pense que c'est super important pour nous de tester et je pense que là, ça amène quand même un nouveau cycle d'innovation majeure sur les produits. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, notamment là dans le monde justement jeunesse, divertissement et cetera. On voit énormément d'innovations produits, pour l'instant qui sont des micros-innovations. Chacun y va un peu de son projet, mais je pense que des gros projets vont arriver, prochainement, ouais. Donc
on Ouais, doit c'est rester connecté à tout ça. c'est le Far West de l'innovation et il y a des playbooks, des systèmes à inventer, Exactement. et c'est ça qui est passionnant en ce moment. Exactement. Et ça, on le voit aussi sur le B2B et B2C, il se passe un petit peu pareil. Donc, un peu en mode pirate pour l'instant artisanal, chacun dans son coin, mais les innovations vont arriver là. Et donc, nous, que ce soit minimum, mais aussi à l'échelle du groupe, on se doit de rester connecté un peu à tout ça. Donc on se doit de rester connecté à tout ça, ça fait le lien avec une vision 2026 et au-delà. Si on reprend une vue un peu plus de hauteur, pour résumer toi, ce qu'une marque devrait faire pour être audible aujourd'hui dans ce monde très ultra concurrentiel en B2C et en B2B, c'est quoi les curseurs sur lesquels on devrait jouer pour être, identifiable, audible, et faire développer sa clientèle? Écoute, moi j'aime bien, j'ai cet exemple là récemment qui me vient en tête de Warhammer, je sais pas si vous avez suivi, mais qui annonce justement: Ouais. «Nous, il y aura pas d'IA». Et en fait, je trouve que cet exemple, il est fascinant pour moi. C'est de se dire, une marque aujourd'hui, je pense que pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit radicale sur son positionnement. Et donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire des choix. Et moi, je suis personne pour dire Warhammer, c'est un bon choix, c'est un mauvais choix, peu importe. Par contre, ce qui est génial, c'est de se dire, cette marque-là, qui est quand même une grosse marque, elle assume son positionnement, et elle dit, et elle va créer sans cet outil. À l'inverse, il y en a qui vont faire différemment, mais je trouve que ça, c'est surpuissant, parce qu'en fait, cette marque, on se dit, OK, en fait, elle assume ses convictions, elle dit qui elle est, on sait à quoi on va s'attendre, et du coup, je pense qu'une marque demain, notamment dans une ère où on va être envahi de contenu dans tous les sens, etc., et qu'on va perdre en vrai tout ce qui fait la substance, l'authenticité, etc., bah, en fait, à mon avis, le facteur clé de succès, ça va être, à l'inverse, les marques qui vont réussir à rester solides sur leurs appuis, d'avoir un positionnement très assumé, que les consommateurs vont pouvoir se retrouver là-dedans et se dire, OK, en fait, Warhammer, par exemple, OK, ça me parle, parce que ça, c'est mes valeurs. Et ce sera pas pour d'autres personnes, et c'est pas grave. Donc, je pense que la radicalité sur le positionnement va être sûrement le facteur clé de succès, là, des prochaines années. Ouais, très juste. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce que je te propose, Quentin, c'est de Ouais. rentrer dans la dernière partie de Allez, notre échange. C'est les questions que je pose systématiquement à tous mes invités. oui. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est, comment toi, aujourd'hui, tu gères ton équilibre entre la vie pro et la vie perso? Heu, Très bien. En réalité, les premières années, la première levée de fonds et cetera, je me rappelle je devais bosser quasiment à la maternité, j'étais en pleine levée de fonds et cetera, et du coup, j'ai vécu vraiment cette parenthèse-là. C'était assez difficile en réalité de trouver le bon dosage, et je pense que maintenant, avec un peu plus de recul et d'expérience, j'ai quand même beaucoup plus rationalisé le fait que c'était un un marathon à la vitesse d'un sprint, mais du coup qui avait quand même cette tendance à penser vraiment long terme, et donc à trouver le parfait dosage pour être productif dans la durée. Donc aujourd'hui ça roule. En tout cas, tu as l'air de faire quelque chose qui te plaît, qui te passionne, qui te stimule, donc ça doit bien aider aussi. Ouais, c'est sûr, et du coup d'être sur son projet, aussi de rencontrer beaucoup, comme je dis, d'entrepreneurs, et cetera, pour voir tout ce qui bouge et tous ces sujets-là, moi qui me passionnent. Et selon toi, c'est quoi les caractéristiques d'une entreprise qui réalise une croissance saine? La question est difficile parce que moi, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, c'est que ma première levée de fonds, c'était il y a 5 ans. Le sujet de la rentabilité était quasi un sujet qu'on n'abordait jamais. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une logique d'hypercroissance assumée pour l'entrepreneur et pour l'investisseur, et entre guillemets, c'était les règles du jeu. J'ai voulu refaire une levée de fonds plus tard sur ce play d'IP international. Le mot rentabilité venait à chaque fois. Et donc effectivement, il y a eu un moment, un virage où on finançait vraiment avec une hyper ambition et on regardait pas trop en bas. Il y a eu une phase après où on regardait beaucoup en bas et on est revenu sur une phase quand même plus prudente, notamment dans le consumer B2C qui était mon industrie. Là, j'ai l'impression qu'on revient sur le move IA, où en réalité, on veut tellement pas louper l'innovation que limite je ferme les yeux, dites-moi combien vous voulez et c'est parti. Et les autres secteurs sont un peu délaissés. Donc je pense que la question elle est complexe, ça dépend quand même beaucoup du timing. Et ce que je dis aujourd'hui sera pas vrai dans 3 mois, ça sera dans 6 mois, au moment où les gens écouteront l'épisode. Elle dépend beaucoup des industries. En tout cas, ce que je pense dans le consumer, typiquement B2C comme nous, évidemment, toute la hype va sur l'IA, le B2B, etc. Donc nous, on a tout intérêt quand même à penser des projets avec des bases solides. Et ça veut pas dire qu'on doit s'empêcher d'être ambitieux. Ça veut dire que, par exemple, notre business model cœur, etc., lui, il doit être bien pensé, c'est-à-dire combien j'achète mon client, quelle est ma LTV, combien je marge sur tout ça. Et après, le niveau d'investissement qu'on fait pour passer un palier,
Ça, c'est des discussions typiquement à avoir avec des investisseurs. Il faut être aussi à l'aise avec ce schéma-là. Donc voilà, réponse complexe, ça dépend pas mal des industries, du tempo, de tout ça. Mais réponse très axée finance, du coup. Oui, là, à un moment, ça reste le Nerf nerf de la guerre. ça reste le nerf de la guerre, ouais. Alors, en tant qu'entrepreneur, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'odyssée sans adversité. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton plus grand ennemi? Mon plus grand ennemi, en tout cas me concernant, c'est que moi j'ai plutôt un esprit plus créatif que vraiment dans l'exécution opérationnelle, et cetera. Donc mon plus gros ennemi pour moi, c'est la rigueur opérationnelle quotidienne que j'essaie vraiment de travailler, et cetera. C'est-à-dire, je sais que pour être une meilleure version, par exemple, de moi-même, c'est vraiment les sujets sur lesquels je dois travailler. Ouais, c'est assez intéressant parce que finalement, ça correspond au profil qui est le tien de entrepreneur starter. Il faut être créatif au début, il faut mettre de l'impact, de l'intensité. Mmh, La structuration, elle vient avec les apprentissages, en avançant, en marchant. Et finalement, oui, l'ère de l'IA peut assez bien te correspondre parce que l'opérationnel peut être assez comblé à travers les solutions oui. qui arrivent là. Après, l'entrepreneuriat, à mon avis, c'est quand même surtout un sport collectif. C'est vrai. La réalité, c'est que on me tend le micro, donc effectivement, je fais mes lois, mais la réalité, c'est que on construit surtout des teams. Et je pense que ce qui est clé, justement, quand on connaît un peu ses démons, et cetera, c'est surtout d'être capable de structurer autour de soi, soit des profils ultra complémentaires. Et typiquement, Marine est ultra complémentaire. C'est la version, évidemment pas opposée, mais en tout cas très complémentaire à la mienne. Et aussi dans les gens qu'on met autour de nous. Parce que quand je vois par exemple les mini-mondes, bah, en fait, maintenant, ça roule et chacun est dans sa zone un peu de génie, que ce soit sur la com, sur la manière de faire les produits. Moi, en réalité, j'interviens très peu. C'est-à-dire que typiquement, un magazine, j'interviens jamais. Ça tourne, en fait, et les gens sont... Donc, l'ère de l'IA, je pense que l'impact, il est pour chacun. C'est-à-dire chacun dans son métier peut créer la version augmentée de soi-même sur des sujets dont elle a besoin. Mais même un esprit, par exemple, créatif, avec l'IA, peut soit se ramollir, en vrai, parce qu'on prend plus le temps de chercher les bonnes idées, et cetera. Comme à l'inverse, on peut être là et avec Lovable, et cetera, et dire: «Attends, je peux peut-être créer quelque chose de différent, d'encore plus cool que j'ai jamais créé avant». Donc en fait, l'IA, en vrai, peut être soit tous nous ramollir, soit tous nous augmenter, hein. Je suis pas... Bah, la chance de notre génération quand même, Ouais, peut-être quelle année? 91. 91, ouais, je suis de 90, donc on est, Ouais, pareil. C'est qu'on est né sans l'IA quand même. Donc oui, on a quand même, eu des cursus, scolaires, jeune vie, de jeunes actifs, début de l'entreprise et cetera. oui. Sans ça, ça c'est des compétences qu'il va falloir vraiment garder pour, ce que tu disais, pas se ramollir intellectuellement ou aller chercher les solutions faciles via l'IA. Ça peut être un vrai risque pour, notre futur, personnel, mais aussi les générations, futures qui seront nées nativement avec l'IA, quoi. T'as potentiellement effectivement l'air de la flemme qui peut tous nous toucher, ou effectivement, l'air de vouloir être meilleur. C'est effectivement, il y a un peu ces 2 virages-là. Tu raison, on est né avant ça, donc peut-être que ça nous oblige à réfléchir différemment. Mais c'est quand même un défi, je pense, à chaque fois de se challenger pour dire: «OK, je me contente pas de la réponse un peu Mmh. basique, ChatGPT ou autre. J'essaie de faire quelque chose». Parce qu'il y a utiliser l'IA et utiliser l'IA aussi, qui est un autre sujet, mais on peut Ouais. on peut vraiment bâcler comme on peut faire des choses qui sont ultra poussées, qui nous demandent autant de temps de taf pour sortir une version beaucoup mieux, versus sortir un truc en 3 minutes et s'en contenter. Donc, effectivement, je pense que là, c'est le gros défi. On est né avant l'IA et avant même internet d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, donc esprit critique à conserver et puis adapter le management aussi par rapport à ça. On pourrait faire un autre épisode entier là-dessus. Si tu avais un conseil au Quentin des tout débuts à donner, un conseil entrepreneurial, tu lui dirais quoi? Si j'avais un conseil, c'est de garder cette flamme. En réalité, je pense que les meilleurs entrepreneurs et même ceux que je rencontre là, et cetera, sont quand même un peu possédés. On dit souvent animés, je dirais presque possédés, mais en tout cas, ont cette énergie, ont cette conviction, sont à peu près sûrs qu'ils vont y arriver, alors que ça paraît quand même à peu près sûr qu'ils vont pas y arriver, mais c'est pas grave. Du coup, ça, ce serait ce conseil, et c'est pour ça que on parle beaucoup aujourd'hui des repeat entrepreneurs, et effectivement, ça permet d'arriver avec plus de maturité, peut-être évidemment plus d'apprentissage, et cetera, et donc évidemment, c'est très rassurant, par exemple, pour un investisseur, et du coup, ces gens-là sont facilement financés. Mais je pense qu'à l'inverse, un premier entrepreneur qui arrive avec l'envie de tout casser, cette flamme, et cetera, peut avoir un peu de valeur. Donc le meilleur entrepreneur, c'est sûrement le repeat entrepreneur qui a cette flamme du premier entrepreneur.
Et c'est ce que tu souhaites faire pour Écoute, l'avenir? moi là, je suis un jour peut-être, ouais. Là pour l'instant, je suis en focus. mission, disons, mais oui, peut-être un jour, ouais. Et pour terminer, si tu avais un entrepreneur ou une entrepreneuse à me recommander pour un futur épisode de la Growth Odyssey, tu pourrais me recommander qui? Moi, dans l'univers du B2C, je connais vraiment des entrepreneurs très brillants, issus du startup studio Imagination Machine notamment, dont une boîte à laquelle je pense qui est BEEM, B-E-E-M, qui est une boîte nantaise qui démocratise l'accès du solaire pour tout le monde, qui est une boîte vraiment très très Ça me parle. ouais, qui est vraiment très 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 forte sur tous ces playbooks justement de scale, de stratégie marketing, d'innovation produit, mais aussi de parfaite maîtrise de l'exécution. Et pour être né à côté d'eux, j'ai vu à quel point ils étaient en réalité beaucoup mieux structurés que nous. Et je pense qu'avec du recul, c'est ce qui a fait aussi la différence pour aller chercher des milestones beaucoup plus hauts. Mais voilà, la chose Et qui chez BEEM? Écoute, Raph et PE, c'est le duo magique. Et j'oublie le prénom du troisième cofondateur, mais il m'en voudra pas. Mais je pense que cette team-là, Eh ben, j'irai regarder. cette team-là, ça vaut le coup. Et puis l'énergie, c'est une super verticale aussi. Oui, on est dans beaucoup de le choses à apprendre. même, voilà, on est dans ce même monde, mais effectivement, c'est un beau projet. Eh ben, écoute, Quentin, ce sera le mot de la fin. Je Allez. te remercie, vraiment, c'était passionnant, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de liens à faire entre B2C et B2B. Donc, Ouais, je pense, ouais. donc, Moi, je regarde beaucoup le très B2B pour progresser sur le B2C. Et effectivement, je pense que dans le B2B, on peut beaucoup s'inspirer du B2C parce qu'on met quand même beaucoup de finesse dans tout ce qu'on fait. Les budgets marketing sont quand même aussi assez élevés. Et il y a tellement de concurrence en réalité sur le consumer que pour se faire une place, il faut quand même être assez fin et assez créatif. Et donc, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des bonnes best practices à récolter. Exactement. Donc, longue vie à l'équipe Les Mini-Mondes et puis bonne continuation à toi. Allez, À très bientôt. merci. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a apporté des perspectives utiles, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne manquer aucune prochaine conversation. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça va nous aider à faire découvrir nos contenus à d'autres décideurs. On se retrouve très bientôt pour continuer d'explorer le monde B2B et d'ici là, je vous souhaite une excellente croissance.